Bien le bonjour tout le monde, aujourd'hui on continue nos résumés de Prince Captif avec le meilleur tome de la trilogie d'après moi. Non pas que le troisième est à rougir, et non pas que le premier ait jamais été dans la course. Nous allons donc parler de Le Guerrier. Princess Gambit en anglais, la tactique du prince, ou le pari du prince. Pour récapituler rapidement le tome 1, après avoir été offert en tant qu'esclave au prince Laurent, héritier du royaume de Verre, Damen, prince héritier d'Achelos, l'ennemi ancestral de Verre, se retrouve au sein d'un complot visant à éliminer son nouveau maître pour que le régent, qui gouverne actuellement la cour, garde le pouvoir lorsque celui-ci aura 21 ans et sera donc en âge de régner. Il met beaucoup de temps à s'en rendre compte, notamment parce que Laurent ne fait pas grand chose pour se faire aimer de lui, bien au contraire, étant donné qu'il est prodigieusement Achelos, vu que leur prince héritier, donc Damen, qui garde son identité secrète notamment pour cette raison, a tué son frère Auguste. Néanmoins, Damen finit par se rendre compte que Laurent est tout ce qui empêche à l'heure actuelle une guerre ouverte avec Achelos, qu'Achelos perdrait certainement, aussi il décide de l'aider et parvient à convaincre celui-ci de l'emmener avec lui. Dans ce tome, nous allons voir tout le voyage de la cour d'Arlès à la frontière de Delphaldelfer, une terre qui appartient à Verre depuis plus d'un siècle, mais qu'Achelos a repris il y a 6 ans au cours de la bataille où Damen a tué Auguste. Ces détails au sujet de Delphafer ne sont pas trop importants pour ce tome-ci, mais je les glisse quand même parce qu'ils sont mentionnés en passant au cours des deux premiers tomes et jouent un rôle dans le dernier. Le deuxième tome ne perd pas de temps avant de nous présenter de nouveaux personnages qui seront importants. Il y a Pascal, le médecin de Laurent, mais aussi Aymeric, un jeune aristocrate, qui a été envoyé faire ses armes parce que c'est le quatrième fils de Guion, le fameux conseiller qui est une sacrée ordure que j'ai mentionné dans le premier tome. Quatrième fils, rien à hériter, on envoie à l'armée un classique. Bref, il a l'air en admiration devant Laurent, ce qui est l'opposé même de son père. Ensuite, la tête suivante n'est malheureusement pas nouvelle, c'est le retour de Govart, l'homme du régent immonde qui s'est déjà frité plusieurs fois avec Damen et que le régent a nommé capitaine de la troupe. Une claire tentative de saboter Laurent, puisque Govart est de toute évidence là pour foutre la merde. La troupe s'arrête à Chastillon, un terrain de chasse où on sait que Laurent allait beaucoup avec son oncle à une époque, mais qu'il n'a pas approché depuis des années. Celui-ci invite Damen à le rejoindre dans ses quartiers pour prendre avantage de ce que celui-ci lui a proposé lorsqu'il expliquait en quoi il serait utile, ses connaissances de la région. Même si avant cela, ils mettent les choses bien au clair. Oui, ils se détestent. Oui, Laurent s'attend à ce que Damen tente de le tuer pour se venger lorsque leur marché aura touché à sa fin, et non, Laurent ne le laissera pas faire. Mais pour l'instant, Damen reste son serviteur et devra lui obéir. Le lendemain, il s'avère que Govart n'est pas la seule mauvaise surprise. Les troupes du régent, qui ont été confiées à Laurent, comprennent tous les pires soldats du royaume. Pas seulement dans l'incompétence, mais aussi dans l'attitude. Et bien sûr, Govart n'améliore rien, et des tas d'échauffourées se produisent entre les hommes du régent et ceux de Laurent, tout particulièrement Aymeric. Au cours du trajet vers le fort de Naisson, Damen se désespère car ils n'ont que 2 semaines pour arriver là où ils doivent arriver, et il sait que c'est un piège et qu'une bataille les attend. Néanmoins, contrairement à Jord, il considère que le plus problématique parmi ceux qui provoquent ces disputes n'est pas Lazare, un des mercenaires du régent, mais Aymeric qui est trop immature. Laurent ne peut pas se permettre de renvoyer Aymeric en raison de son statut, et tous deux déterminent que le problème le plus important est de toute façon Govart. Le fait que Damen n'hésite pas à donner de véritables bons conseils à Laurent étonne ce dernier, mais après avoir réfléchi, il décide de les mettre à exécution. Et c'est ainsi qu'à sa grande stupeur, Damen découvre que Laurent est un incroyable épéiste. Pas aussi bon que lui, parce que Damen c'est Superman, mais avec une maîtrise parfaitement déconcertante. Et donc oui, Laurent piège Govart pour que celui-ci commette l'irréparable, ce qui permet à Laurent de le défier en duel, et comme Govart est arrogant, il accepte, se fait défoncer la gueule, rompt les règles de l'honneur, perd quand même, et est renvoyé comme la sombre merde qu'il est sans que personne ne puisse dire que c'est Laurent qui était en faute. Jord est nommé nouveau capitaine, et ça fait une catastrophe d'éviter. T'es en train de te dire que c'était giga sexy, pas vrai? Je suis en train de me dire qu'il a probablement totalement manipulé la situation. Oh, clairement. Et que c'était extrêmement déloyal de sa part. Et bon, oui, c'était sexy. Damen fait remarquer à Laurent qu'il agit exactement comme son oncle, ce qui perturbe clairement celui-ci, mais il lui rappelle qu'il n'a pas trop le choix, ils n'ont que 2 semaines et encore, ça ne suffira pas. Même avec 1 mois, ce serait compliqué. Damen lui dit « Je vais vous aider autant qu'il m'est possible, mais nous n'aurons pas le temps de prendre un instant de répit, et vous allez devoir tout réussir à la perfection. » Laurent leva le menton, et répliqua avec toute l'arrogance froide et exaspérante dont il était capable « Fucking watch me, bitch !» Et en effet, Laurent leur obtient 2 semaines de plus en mettant en relief l'incompétence des troupes
et le fait qu'ils vont devoir s'entraîner dur pendant ces 2 semaines sur place pour se remettre en forme. Il les force à apprendre à monter le camp efficacement, les manœuvres de base, etc. et met la main à la pâte tout autant que les autres, ce qui les empêche d'éprouver le ressentiment qu'on éprouve envers les boss qui t'obligent à te décarcasser alors qu'eux-mêmes ne font rien. Ils vont quand même le maudire pour ses ordres, hein, mais au moins ça crée une certaine amitié et complicité entre les hommes qui leur permet d'obtenir une cohésion nouvelle. Ils font ça 2 semaines, au milieu desquelles Laurent admet à Damen que c'est lui qui l'aurait dû nommer capitaine, mais qu'il ne pouvait pas à la fois à cause du racisme envers les Aquiloniens, qui fait que tant qu'ils ne le connaissent pas, les hommes n'auraient pas accepté son commandement, et aussi parce que tout le monde est à peu près persuadé qu'il baise, donc ce genre de choix éroderait sa propre autorité. Sachez que dans l'édition française que j'ai, ces hommes ont un gros 150 pages d'avance. Au cours de ces 2 semaines, la nouvelle complicité des troupes n'est pas la seule évolution. Emmerich et Jord se rapprochent, même s'ils hésitent à cause des différences de caste sociale et d'âge. Aussi, Damen discute des capacités au combat de Laurent avec lui, et celui-ci lui répond qu'il n'a commencé à vraiment s'intéresser au combat qu'après Marlas, la bataille où son frère est mort, et il lui dit les yeux dans les yeux « Damianos d'Achelos commandait des troupes depuis l'âge de 17 ans. À 19 ans, il a traversé le champ de bataille, s'est frayé un chemin parmi nos meilleurs soldats, et a tué mon frère. On dit qu'il était le meilleur combattant en Achelos. J'ai pensé que si je voulais tuer quelqu'un comme lui, je devais devenir très très bon. » Un chouïa choqué par la découverte du niveau de haine que Laurent a envers lui, et se rendant peut-être compte pour la première fois que ses actions ont sincèrement fait du mal à quelqu'un, qui aurait sinon pu devenir une toute autre personne, Damen va interroger Pascal, qui lui dit assez naturellement qu'Auguste était le monde entier de Laurent. Leur père, bon, il l'a pas maltraité, mais il passait pas beaucoup de temps avec lui, ils n'avaient pas les mêmes centres d'intérêt, et le prince cadet, timide, à vivre dans l'ombre de son frère, n'avait pas d'amis non plus. Il n'avait qu'Auguste qu'il admirait plus que tout, et Auguste lui était dévoué en retour. C'était son protecteur. Damen songea en son fort intérieur que les princes avaient besoin de s'aguerrir, pas d'être protégés. Laurent en particulier. Il avait vu Laurent proférer des horreurs à faire blêmir une poissonnière. Il l'avait vu brandir un poignard et, de sang-froid, égorger un homme sans un battement de ses cils dorés. Laurent n'avait pas besoin d'être protégé, de quoi que ce soit. Je voulais mettre ces quelques répliques, car à ma première lecture, je crois que ce sont celles qui m'ont fait le plus me rendre compte de ce que j'ai déjà mentionné et avait brièvement remarqué dans le premier tome déjà. Damen n'est pas un narrateur fiable. Damen entend ça et superpose le Laurent qu'il connaît sans se rendre compte que les événements décrits se sont déroulés il y a 6 ans, que Laurent avait 13 ans à l'époque, et que celui-ci s'est du jour au lendemain retrouvé sans personne d'autre qu'un oncle manipulateur qui cherche à le tuer. Damen a besoin de ce monde en noir et blanc, d'une certaine façon, pour justifier son point de vue et ses propres actions. Et c'est cette évolution lente de ses idées, alors qu'il se rend compte que lui et Achelos ne sont pas le modèle de vertu qui ne pourrait jamais rien faire de mal qu'il s'imagine, qui rend si chouette le fait d'être de son point de vue. Maintenant, il y a un nombre malheureusement énorme de gens qui ne le saisissent pas, comme je peux le voir aux tristement nombreuses fanfics qui dépeignent Achelos comme un pays idéal, presque sans défaut, car c'est comme ça que le voit Damen initialement, et que son évolution est subtile et progressive. Mais bon, revenons à notre histoire, on n'a fait que 4 chapitres. Alors que les 2 semaines touchent à leur fin, nos héros repèrent un cheval qu'ils reconnaissent. C'était le cheval d'un des messagers que Laurent avait envoyé. Damen ne sait pas à qui. Mais celui-ci a clairement été placé là de façon à ce que Laurent sache qu'il n'avait pas atteint sa destination. En catastrophe, celui-ci décide d'aller retrouver le messager par lui-même, ce soir, puisqu'ils doivent partir le lendemain. Damen, qui aimerait bien que le seul homme qui se tient entre le régent et Achelos ne se mette pas en danger comme ça, n'arrive pas à le persuader de donner cette tâche à quelqu'un d'autre, mais arrive à le convaincre de le laisser l'accompagner une fois de plus. S'en suivent les 3 chapitres les plus drôles de cette série. Oui, drôle. Pas vraiment un mot qu'on aurait associé avec ces bouquins jusque-là, mais je vous jure que j'ai ri à voix haute à de nombreuses reprises en lisant ces chapitres, et que rien de ce que je ferai ne pourra les rendre plus comiques, car c'est vraiment de l'atmosphère, du mot juste et du comique de situation. Déjà, très vite, les deux se rendent compte qu'on les suit. Du coup, pour les semer, ils décident d'entrer dans un bordel où la maîtresse de maison reconnaît Laurent et donc le laisse prendre une chambre dans laquelle ils comptent fuir par la fenêtre. Pas de chance, la fenêtre a des barreaux. Plus de chance, il est avec Damen qui, simplement, arrache les barreaux de la fenêtre. Scène très rigolote car Damen n'a pas la moindre putain d'idée qu'il vient de choquer très fort son partenaire, qui est juste bouche bée devant la facilité qu'il a eu à faire un truc pareil. Le stratagème fonctionne et ils arrivent à l'auberge où Laurent voulait se rendre. Il donne sa bourse à Damen en lui faisant remarquer qu'on ne doit pas les reconnaître, et quand Damen lui fait remarquer que c'est plutôt Laurent qu'on risque de reconnaître, celui-ci répond tout naturellement qu'il a apporté un déguisement, et il enfile la boucle d'oreille de Nicaise. Je vous avais dit que c'était important.
parce que cette boucle d'oreille criarde est en effet suffisante pour que l'aubergiste ne lui adresse pas un seul autre regard, et demande à la place à Damen s'il veut loger ici pour la nuit avec son mignon. « Je veux votre meilleure chambre, exigea Laurent, avec un grand lit et une baignoire. Et si vous nous envoyez votre garçon, vous apprendrez à vos dépens que je ne suis pas partageur. » Il adressa à l'aubergiste un long regard hautain. « Il est cher, » expliqua Damen à l'aubergiste d'un ton d'excuse. Donc bref, oui, s'ensuit toute une scène où un Damen à la fois hilar et très mal à l'aise doit se faire passer pour le maître de Laurent qui, lui, devra agir comme un mignon. Un mignon très particulier. La première chose qu'il fait, ou presque, c'est demander la bourse pour pouvoir jouer aux cartes dans des jeux d'argent avec un certain Volo, qui fait notamment des tours avec des pièces, des trucs comme ça. Damen tendit la main vers la bourse puis s'immobilisa. « N'êtes-vous pas censé mériter vos présents en me servant d'abord ? Pourquoi ? Est-il quelque chose que tu désires ?» roucoula Laurent. Sa voix était pleine de promesses, et son regard aussi fixe que celui d'un chat. Damen, qui préférait éviter d'être coupé en rondelles, lança la bourse à Laurent. Déjà, l'ambiance est posée, mais en plus de ça, Damen discute avec un marchand vérétien, Charles, et celui-ci discute du fait qu'il n'apprécie pas la manière de faire du régent et préférerait que ce soit le prince qui négocie les alliances avant d'affirmer que leur prince est un jeune homme qui prend ses responsabilités très au sérieux. Il dit ça alors que Laurent, le prince en question, est littéralement à la table de juste derrière, en train de jouer à des jeux d'argent et de perdre lamentablement. Quand je parlais de comique de situation, je parle de choses comme ça. Enfin, quand ça n'a plus rien de louche, ils montent dans leur chambre. Et là se trouve le contact de Laurent. L'interaction dure quelques instants à peine. Laurent lui donne sa chevalière et lui dit « Donnez-lui ceci et dites-lui que je l'attendrai à Ravenel. » Ravenel étant un des forts de la frontière. Le messager part aussi sec, et nos protagonistes se retrouvent de nouveau privés et hors du danger pour la première fois depuis qu'ils sont partis, et donc ont un petit moment de rapprochement mignon, où Laurent admet à Damen qu'il ne serait probablement pas arrivé ici sans son aide. Cette honnêteté pousse Damen à s'ouvrir un peu aussi, même s'il cache toujours son identité, prétendant qu'il a été écarté d'Achelos à cause de sa relation avec Jocaste, qui est dorénavant la maîtresse de Castor après tout. Laurent complète un peu le chapitre en lui faisant un compliment douloureux mais très fort, à savoir qu'il sait pourquoi Jocaste a choisi Castor plutôt que lui. Elle a choisi l'homme le plus faible et le plus simple à manipuler. Et il n'a pas besoin de connaître Castor pour l'affirmer, il a juste à connaître Damen. Aussi, au cours de la discussion, Laurent admet à la fois ne pas préférer les femmes et ne pas être vierge, mais ce dernier point, le lecteur l'avait probablement déjà horriblement compris dans le premier volume, contrairement à Damen. Le lendemain, les deux sont réveillés extrêmement tôt quand des hommes armés entrent dans l'auberge et qu'ils doivent donc fuir par la fenêtre, une fois de plus, en sautant de balcon en balcon. Damen demande à Laurent s'il pense en être capable physiquement et Laurent lui répond « probablement ». Et Damen ne comprend pas tout de suite que « probablement » ne veut pas dire « bien entendu », et donc forcément, quand Laurent saute, il est juste, et ils font du bruit en lui hissant sur le balcon, et donc les gens dans l'autre chambre se demandent ce qui fait ce boucan, et je vais vous illustrer la scène. Voilà, ça c'est le balcon, ça c'est Damen et Laurent, ça c'est la fenêtre, et ça, c'est la position des volets quand les gens les ouvrent pour voir ce qui se passe. Et bien sûr, lorsqu'ils ne voient rien, ils laissent les volets ouverts comme ça, et retournent baiser. Pour citer Laurent, la situation est problématique. C'est déjà marrant. En plus, voilà que les gardes entrent dans la chambre en prenant les deux qui s'y trouvent pour Damen et Laurent, et en les insultant copieusement au passage. Un quiproquo absurde qui a pour effet de faire craquer le sérieux de Laurent qui se met à rire sans savoir s'arrêter, au point que Damen en a peur qu'on les repère tandis que moi je rigole tout autant que lui. Ils arrivent à monter discrètement sur le toit, et là, Laurent regarde Damen et lui dit « C'est le jeu qui me plaît. » Et il attire l'attention des gardes pour qu'ils les pourchassent, ce garçon, je vous jure. Bon, la vérité, c'est qu'il attire l'attention pour qu'on les pourchasse eux plutôt que son messager, mais putain, toute cette scène, je me suis tellement bidonnée. Tristement, ça ne fonctionne pas entièrement, donc ils doivent se séparer. Damen court à la poursuite des hommes qui chassent le messager, tandis que Laurent rentre au camp, et c'est pour ça que Damen manque la révolte qui a lieu au camp. Le régent avait payé une poignée de soldats pour mener l'attaque, quelque chose qui aurait été dévastateur 2 semaines plus tôt, mais qui heureusement n'a provoqué que peu de dégâts dans cette troupe maintenant soudée et efficace. Néanmoins, l'attaque n'est pas finie, on leur a tendu une embuscade et ils le savent. Mais en suivant les instructions de Damen, qui est mine de rien le plus expérimenté en termes de stratégie militaire ici, ils retournent l'embuscade contre leur adversaire, et Damen est maintenant vu comme un véritable héros, puisqu'il a sauvé non seulement les hommes, mais aussi, et plus important encore, leur vin. Les magouilles politiques se poursuivent avec Laurent qui discute et échange des pots de vin avec des femmes de l'Empire de Vasque, et qui, pour des raisons de sécurité au cas où on l'espionnerait, commence à demander à Damen de lui parler en aquilonien lors de leur meeting stratégique. Damen trouve son accent charmant, et trouve extrêmement drôle que Laurent connaisse tous les jurons aquiloniens, mais presque rien de stratégique qu'il doit alors lui apprendre. Néanmoins, ça lui fait plaisir de parler sa langue natale, alors il ne dit trop rien et s'en accommode bien.
Et oui, ce petit échange aussi a son importance. Les troupes arrivent à Akitar, le seul domaine qu'il reste à Laurent, qui est très bien fourni, entretenu, etc., au point que s'en étonne Damen, mais il n'y reste pas longtemps car Laurent l'entraîne bien rapidement dans ses aventures de nouveau, en allant à la rencontre de Vasken pour passer des accords avec elle, rencontre durant laquelle Damen a l'occasion de s'étendre, dirons-nous, avec plusieurs femmes, avec l'accord enthousiaste de tous les participants. Et on voit qu'on n'est plus dans le premier tome, parce que le début est décrit non explicitement et que le reste est du fade to black. Il est absolument épuisé quand il arrive dans la tente de Laurent, quelque chose qui les fait tous les deux énormément rire, en ce qui est possiblement la première scène de complicité vraiment détendue qu'ils ont ensemble. Bon, cette bonne humeur ne pouvait pas durer, car malheureusement, à peine reviennent-ils qu'ils apprennent qu'il y a eu une attaque à la frontière. Ils se précipitent donc à Ravenel, l'un des deux plus gros forts de la frontière avec Achelos, l'autre étant Forten, le fort de Gion qui, rappelons-le, est le père d'Emeric qui actuellement est en couple avec Jord. C'est bien de faire ce genre de rappel parfois. Bref, le petit village de Breteau a été annihilé par Achelos. Tous les villageois qui n'ont pas su fuir se sont fait tuer, que ce soit des hommes, des femmes ou même des enfants. Un acte qui a été provoqué par une attaque de bandits en Achelos que ceux-ci pensent avoir été ordonné par Ver, mais qui reste absolument immonde et indéfendable. Si au départ, Damen est plus outré du fait que certains de ses concitoyens soient morts à cause des magouilles du régent, que ce soit en rencontrant des survivants ou en se rendant sur place, il est pour la première fois confronté à la brutalité de son royaume. Alors même qu'un peu plus tôt, il tentait de défendre la conquête de Delpha sous prétexte qu'elle avait autrefois appartenu à Achelos, il est clairement secoué par la façon dont les siens ont massacré un village sans défense et se vante d'avoir tué plus de gens que les bandits qui les ont attaqués, comme le dit un blessé achélonien aux portes de la mort qui accuse les Vériciens d'être des lâches, qui se cachent dans leur fort, sous-entendant qu'ils sont incapables de se battre à la loyale. Et Damen, qui encore récemment pensait l'exacte même chose, regarde les ruines d'un village innocent, qui ne pouvait pas se défendre, une attaque déloyale et lâche, mais qui pour Achelos est pourtant vue comme parfaitement justifiée, légitime, et ne remettant pas en cause leur honneur. C'est là vraiment que Damen est forcé de prendre du recul. S'il avait déjà commencé son évolution, ce sont ces mois passés à Ver qui font qu'il aperçoit enfin que le monde n'est pas en noir et blanc, et que les siens sont capables d'autant de monstruosité que leurs ennemis. Néanmoins, Laurent et Damen souhaitent toujours éviter l'escalade, et donc la guerre. Par conséquent, ils partent dans les montagnes pour retrouver les bandits qui ont attaqué le village achélonien que j'ai mentionné plus tôt, dans l'espoir de mettre fin au cycle de la vengeance. Ils aperçoivent une troupe achélonienne et Damen se rend soudain compte qu'il pourrait attraper Laurent et l'emmener là-bas et personne ne pourrait l'arrêter. Il aurait le prince héritier de Ver comme prisonnier et serait de retour en Achelos. Mais il ne le fait pas, et quand il tombe par malheur sur un éclaireur achélonien qui les attaque, Damen tue même un de ses compatriotes pour sauver Laurent. Un acte qui les choque tous les deux, même si Damen tente de se convaincre qu'aussi insupportable soit-il, c'est parce que Laurent est le seul à essayer d'éviter la guerre entre Ver et Achelos. Mais ce n'est pas là que s'achève leur déboire malheureusement, car les bandits qu'ils cherchaient les trouvent avant eux et les menacent avec des arbalètes. Damen connaissait désormais le nombre précis de flèches qu'il fallait pointer sur Laurent pour lui clouer le bec. C'était 6. Bref, les bandits ne sont pas tendres et les frappent, et Damen était déjà énervé, mais quand le chef des bandits ose toucher Laurent de façon un peu olé olé, bon bah il a beau être attaché, il tue 2 hommes, et il en faut plus pour l'arrêter, mais quand il est sur le point d'être exécuté, Laurent lui sauve la vie, en gros, en leur disant de plutôt le torturer. Car ce gain de temps pour Damen est suffisant pour qu'il se libère et ne commence à se battre. Les Vasken arrivent en renfort, indiquant bien que c'était précisément pour ce genre de situation que Laurent négociait avec elle, et tous deux combattent dos à dos pour survivre à la situation et éviter qu'un seul de ces bandits puisse s'enfuir et prévenir le régent. L'opération est un succès, et ils ont un bon nombre de prisonniers qui devraient pouvoir témoigner qu'ils ont été embauchés par le régent. Cette fois, quand les Vasken proposent à Damen une bonne nuit, Laurent s'y oppose et Damen en est soulagé car il n'était vraiment pas d'humeur. Aussi, elle s'adressa à Laurent. Vous vous battez bien. Dommage que vous ne soyez pas assez grand pour engendrer de bonnes guerrières. Mais vous n'êtes pas mal formé. Votre femme ne sera pas malheureuse. Elle ajouta, dans un accès de bienveillance, votre visage est équilibré. Elle le gratifia d'une claque encourageante dans le dos. Vous avez de très longs cils, comme une vache. Nous parlons de Laurent, qui se prend avance après avance après avance à cause de sa beauté ensorcelante, et qui très clairement ne supporte plus celle-ci. Je pense sincèrement qu'à cet instant précis, il a envisagé de tout abandonner pour prendre des vacances en Vasque, où au lieu de vouloir le tripoter, on lui dit qu'il ressemble à une vache. Bref, nos héros ont encore un moment d'intimité entre eux où ils soignent leurs blessures, puis un deuxième le lendemain lorsqu'ils retournent au camp. Presque toute l'animosité et la froideur qui gouvernaient leurs interactions dans le tome 1, et au début de celui-ci, ont disparu. À la place se trouve maintenant une certaine complicité, une intimité. Des confidences que peut-être n'ont-ils révélées à personne d'autre. Un homme déraciné de tout, et dont les opinions se retrouvent bouleversées par la réalité, et un autre qui a toujours été isolé, et qui n'a trouvé personne à qui parler depuis 6 ans. 2 hommes qui se doivent maintenant la vie à de nombreuses reprises, qui ensemble
ont créé quelque chose au cours de ce voyage d'1 mois entre Arlès et Ravenel. Finalement, peut-être était-il naturel qu'ils se rapprochent à ce point, malgré leurs réticences respectives. Ils font la promesse que lorsque le conflit à la frontière sera réglé, Laurent retirera ses fers à Damen et le libérera. Il n'aura pas à fuir, et Damen ne compte plus se venger. Ce jour-là, enfin, ils seront égaux. Damen se met à rêver d'un autre univers, où leur royaume n'aurait pas été ennemi. Peut-être. Oui, peut-être que ça aurait été possible. Il se demande comment le régent a à ce point su mettre Laurent au pied du mur, alors que semble-t-il qu'il joue à jeu égal, et Laurent lui fait comprendre plus ou moins subtilement que cette partie d'échecs a commencé dès la mort d'Auguste. Et c'est la première fois que Damen se rend compte d'à quel point celui-ci était jeune à l'époque. Jeune quand il a tout perdu, des mains même de Damen. C'est probablement ça qui rend l'atmosphère déjà si lourde, lorsqu'au cours de leur retour vers Ravenel, ils sont interrompus par des hommes du régent, y compris Thwars, le seigneur de Ravenel, et Guion, de nouveau, qui n'en rate jamais une pour être une raclure. Le régent, qui avait payé les bandits pour le raid en Aquilos afin de provoquer la guerre, a maintenant retourné la situation en accusant Laurent de ses propres actions afin que celui-ci soit jugé et exécuté pour trahison. Et leur preuve est la suivante, Laurent a en sa possession les hommes responsables qui sont censés leur dire que le régent est celui qui les a embauchés. Quand Laurent fait remarquer que ce sera sa parole contre la leur en l'absence de plus de preuves, c'est le drame car ils ont également un témoin, Aymeric, qui tout ce temps les espionnait pour le compte de sa famille et que Jord couvrait par amour sans savoir ce qu'il faisait réellement. Ceci dit, Laurent savait que ça allait se passer et sa troupe est peut-être plus petite que celle de Thwars et de Guion, mais il a des renforts. Des renforts de Patras négociés avec Thorveld lors de leur rencontre au cours du premier volume. Jord s'étant compromis, Laurent nomme Damen capitaine comme il le souhaitait depuis longtemps et lui ordonne d'attaquer Thwars en priorité pour mettre fin à la bataille rapidement. Thwars est un bon combattant, il aurait peut-être coupé la tête de Damen, mais son collet d'or, la marque d'esclave que lui a posé Castor, interrompt la lame et lui sauve la vie. Malheureusement, Thwars reconnaît Damen juste avant de se faire tuer, l'appelant par son nom, Damianos, et malheureusement, quelqu'un l'a entendu. Jord. Jord est horrifié, sa loyauté envers Laurent et sa confiance envers Damen font qu'il est furieux, dégoûté. Ce n'était pas assez de nous envahir, de nous prendre nos terres? Il fallait que tu joues un jeu pervers comme celui-là? Damen dit, si tu le lui dis, je ne pourrai plus le servir. Le lui dire, cracha Jord. Lui dire que l'homme en qui il a le plus confiance lui a menti sans cesse, l'a trompé jusqu'à l'humilier de la pire manière? Je ne lui ferai jamais le moindre mal, dit Damen. Il entendit ses propres mots, aussi pesants que du plomb. Tu as tué son frère, puis tu lui es monté dessus au lit. Et qu'importe que cette deuxième partie ne soit pas encore vraie, car Damen sait parfaitement ce qu'il veut dire et ne peut que promettre de partir dès demain, lorsqu'ils auront pris Ravenel. En enfilant les vêtements des soldats de Thwars et en brandissant ses bannières, nos héros s'emparent de Ravenel sans avoir à verser trop de sang. C'est la première vraie victoire de nos personnages, et c'est un certain soulagement. Damen découvre que contrairement à ce qu'il imaginait, les renforts de Patras ne sont pas venus, grâce au messager de Laurent, plutôt, avec la chevalière dans l'auberge tout ça, mais bien qu'ils en avaient discuté à Arlès dans le premier tome, et que c'était d'ailleurs un échange, ces renforts à ce moment précis, contre les esclaves que Laurent s'était arrangé pour qu'il obtienne. Ça nous donne aussi l'occasion de faire coucou à Erasmus et de voir qu'il va bien. Damen et Laurent se retrouvent pour un moment de calme en haut des remparts, et Damen repense à tout ce qu'il a appris, à cette soirée où il a tué Auguste et a été accueilli en héros, alors que de l'autre côté du champ de bataille, un enfant voyait son monde s'effondrer, et sa vie devenir un cauchemar permanent à cause de ce geste. Je regrette que les choses n'aient pu être différentes entre nous. Je regrette de ne pas m'être comporté de manière plus honorable envers vous. Je veux que vous sachiez que vous aurez un ami de l'autre côté de la frontière, quoi qu'il arrive demain, quoi qu'il nous arrive à l'un comme à l'autre. Des amis, dit Laurent. Est-ce ce que nous sommes? La voix de Laurent était tendue, crispée, comme si la réponse était évidente. Aussi évidente que ce qui se passait entre eux, l'air qui disparaissait peu à peu. Damen dit, avec une sincérité désespérée, « Laurent, je suis votre esclave. » Et sur ces mots, avec une certaine lenteur et délicatesse, il l'embrasse chastement. Ça aurait pu bien tourner. Enfin non, ça aurait jamais pu bien tourner, parce qu'il y a toujours cet énorme non-dit quant à l'identité de Damen, mais la scène en elle-même aurait pu bien tourner si Jord n'était pas arrivé à ce moment précis. Et Jord n'est pas là pour balancer Damen, malgré tout. Il est là parce qu'Aymeric, qu'ils ont capturé pendant la bataille, est en train de se faire agresser par les soldats. Il n'aurait pas dû, parce que Laurent a clairement pris extrêmement mal le fait de se faire coq-bloc pour la sécurité d'un traître, et demande à ce qu'on lui amène Aymeric afin de lui dire ses 4 vérités en public. Plus sérieusement, je doute que ce coq-bloc y soit pour grand-chose, mais ce qui vient est ce que je considère sincèrement comme la scène la plus cruelle de Laurent. Comme on s'en doute déjà, et comme on le reverra confirmé encore plus par la suite,
Ce qu'il infligeait à Damen n'était jamais froid, c'était le résultat d'une rage profonde à cause de la mort de son frère, que ce soit mérité ou pas n'est pas la question. Le fait reste que c'était une vengeance sur une des sources de son malheur. Ce qu'il inflige à Aymeric à ce moment est pire pour moi, car il lève à peine la main sur lui, mais il le détruit entièrement mentalement, en révélant les véritables raisons d'agir de celui-ci. Quand Aymeric était jeune, Guion a donné son plus jeune fils au régent, dont on connaît les horribles penchants. Celui-ci lui a promis monts et merveilles, un amour qu'il n'éprouvait pas le moins du monde, et ce quatrième fils, en manque d'affection et d'attention, était prêt à tout pour retrouver cet amour promis de la part d'un homme qui ne lui en avait en fait jamais porté. C'est dit cruellement, sauvagement, et cette cruauté ne fait pas juste mal pour Aymeric. Elle fait mal au lecteur qui, contrairement à Damen, a bien cerné que seule la moitié de cette diatribe est assénée à Aymeric. L'autre moitié est pleine de dégoût de soi. L'autre moitié empeste le vécu. L'autre moitié est une rage que Laurent s'adresse à lui-même en permanence et qu'il déverse à présent sur une cible qui a vécu le même genre de choses que lui. C'est ça qui est si cruel ici. Deux victimes du même homme, si incapables de se voir comme telles, qu'elles ne peuvent se soulager qu'en attaquant l'autre. Le moment le plus intéressant de la scène, sans doute, est celui où Genre proteste en rappelant qu'Aymeric est très jeune et où Laurent le dévisage sans un mot, faisant brusquement se rendre compte à l'assemblée que lui et Aymeric n'ont que quelques mois d'écart. Comme s'il nous fallait quoi que ce soit d'autre pour nous rendre compte des terribles similarités entre les deux. C'est une scène horrible, extrêmement dure à lire. Si on me disait de modifier ce livre à ma sauce, je n'en changerais pas un seul mot. Après ce triste spectacle, Laurent demande à rester seul le temps de se calmer. Damen garde la porte un temps, puis décide de préparer son départ le lendemain et aller se coucher. Il est néanmoins bien surpris quand Laurent le retrouve au moment d'aller dormir, mais là, enfin, il baise. Bordel que c'est cru dit comme ça, mais putain, il était temps que ça arrive, on pouvait couper la tension au couteau. C'est la seule scène de sexe qui n'est pas fade to black du bouquin, et elle dure pas mal de pages, mais elle est sympa. Non mais, me regardez pas comme ça. Je suis asexuelle, vous imaginez bien que c'est pas une scène de cul qui va me vendre un bouquin. J'irais même dire, c'est toi mais celui avec le moins de clin d'œil, gratter les couilles, alors que c'est le plus long, et c'est mon favori des trois. Bon, après j'avoue que je sais pas si ça a un rapport ou pas, parce que oui, j'aime bien cette scène. C'est cool de voir ces personnages abattre la plupart de leurs barrières. Leur réaction au cours de l'acte nous en apprend pas mal sur eux, parfois c'est adorable, parfois c'est triste. C'est une belle scène et elle comprend même une des phrases clés de la série dont je voulais parler, car j'ai trouvé la façon dont elle a été traduite intéressante. Au cours de leurs débats, alors que Damen doit bien s'admettre également que ce n'est pas que physique et qu'il aimerait plus que tout qu'il soit possible qu'il devienne plus que ça, ou il se rend compte qu'il sera forcé de sacrifier quelque chose, il se dit « A kingdom or this », un royaume ou ceci. Ceci étant bien sûr leur relation, même si c'est dit de manière bien plus poétique. Peut-être que la traductrice a trouvé que un royaume ou ceci n'était pas assez poétique, car elle a précisé ce this, et si au début ça me dérangeait, plus le temps passe, plus je trouve ce choix élégant. Un royaume ou ce moment. Au début je n'aimais pas, car toute la tragédie est justement que si Damen veut son royaume, il ne pourra avoir que ce moment. Mais en mettant en relief la fugacité de ce moment volé, tout l'équilibre entre les protagonistes semble plus fragile encore. Juste pour pouvoir voler ce moment une fois de plus, Damen se demande si ça ne vaudrait pas son royaume entier. Putain que c'est beau ça quand même. Le lendemain, Damen se réveille dans un lit vide. Laurent ne s'était pas senti capable de faire ses adieux, mais il s'est arrangé pour qu'on libère Damen et qu'il parte. Tout semble se produire comme prévu, sauf que Laurent rentre précipitamment avant le départ de Damen, car voilà-t-il pas que d'autres hommes du régent arrivent pour une fois de plus accuser Laurent de trahison et de conspiration avec Achelos, tout ça, et en gros lui déclarer officiellement la guerre en le mettant au défi de venir se battre contre lui à Charcy. Si Laurent, habitué, commence par répondre avec intelligence en refusant de se plier aux conditions qui sont clairement celles d'un piège, la situation change quand le héros ajoute qu'ils ont un message personnel, donc la neveu, et sort un sac ensanglanté. Dans ce sac se trouve la tête de Nicaise. L'enfant a été décapité pour avoir tenté de plaider en la faveur de Laurent. On a vu leur relation dans le premier tome. Elle était conflictuelle, mais il y avait une certaine complicité là aussi. Bien sûr que cette mort bouleverse Laurent et le met dans une rage noire. Et bien sûr que Damen ne peut pas le laisser seul dans cet état. Et comme si la situation n'était pas assez sombre, alors qu'ils vont voir Aymeric, leur seule possible source d'information, un horrible spectacle les attend. Détruit mentalement par les paroles de Laurent, qui lui ont bien fait comprendre qu'il avait fait toutes ces horreurs pour un homme qui n'en a que faire de lui, incapable de se supporter après avoir trahi les seules personnes à s'être souciées de lui, Aymeric est retrouvé mort. Il s'est suicidé. Damen ne peut rien faire d'autre qu'essayer de convaincre Laurent de ne pas marcher droit dans ce qu'ils savent tous les deux être un piège. C'est la première fois depuis pas mal de chapitres que leur interaction est houleuse. Damen tentant de provoquer Laurent pour le sortir de son état d'esprit, en oubliant au passage que Laurent est bien meilleur que lui à ce petit jeu-là. Il dit à Laurent que c'est lui qui a tué Nicaise,
Donc Laurent rétorque en lui révélant toute la conspiration qui a mené à la mort de Théomède, le père de Damen, orchestrée de toutes pièces par le régent et Castor, et il lui dit avec venin à quel point il était heureux en apprenant sa mort. Un coup part, mais rien d'autre, car l'impact force Laurent à lâcher ce qu'il tenait. La boucle d'oreille de Nicaise, qu'il gardait fermement contre lui tout ce temps. Ils se sont blessés l'un l'autre, comme ils le désiraient, poussés par la violence de leurs émotions face à l'horreur à laquelle ils ont assisté. Ils sont quittes désormais. Mais si ça aura eu le mérite d'exorciser les horribles émotions provoquées par la mort de Nicaise, ça n'a rien fait d'autre, et Damen s'efforce une fois de plus d'être la voix de la raison, quand Laurent est incapable d'être l'individu calculateur qui les a tout ce temps sortis de situations improbables. Je voulais vous citer une partie de cette scène parce qu'elle est très forte, très crue dans ses émotions qui vous chopent aux tripes, mais je voulais tout citer et j'étais incapable de choisir. Dans tous les cas, il se donne 3 jours. 3 jours de plus avant le départ de Damen, juste assez pour que Laurent reprenne ses esprits et ne réorganise ses plans. Et s'il a besoin de Damen pendant ces 3 jours, c'est parce qu'il ne fait confiance à personne d'autre pour lui tenir tête quand il est dans l'état dans lequel il est à l'heure actuelle. Alors qu'ils présentent leurs excuses à l'autre, Damen se rend compte brusquement que contrairement à ce qu'imagine Laurent, qui ne tarit pas d'éloges à son égard et affirme que Damen est la seule chose à l'écart des machinations du régent, le seul à avoir su contourner ses actions, en réalité Damen est un pion comme un autre dans ses plans. Un pion particulièrement retors, placé là pour gagner la confiance de Laurent, pour devenir son plus grand allié, pour se rendre indispensable, et pour que la révélation de sa véritable identité soit ce qui brise définitivement celui-ci. Il se résigne néanmoins à faire ce qu'il peut pour au moins donner à Laurent la victoire qu'il lui faudra pour éviter la guerre. Le plan est simple, Laurent et ses troupes commenceront par attaquer Forten, d'où proviendront les renforts du régent Acharcy, ce qui évitera qu'il soit trop en surnombre. Pendant ce temps, Damen attendra à Ravenel des renforts que Laurent lui a promis, et les deux armées se retrouveront à Charcy. Sauf que quand, après le départ de Laurent, des troupes arrivent à Ravenel, ce sont des troupes aquiloniennes. Et alors que tous pensent que c'est une attaque, l'un des éclaireurs se dirige vers Damen et lui dit qu'il est censé remettre quelque chose au commandant du fort. La chevalière de Laurent. Soudain, Damen se rappelle le contact de Laurent à l'auberge de Naisson. Un homme qu'il ne voulait absolument pas qu'on suive et à qui il a confié cette chevalière. Un homme qu'il pensait censé négocier avec Patras. Et Damen comprend que ce sont les renforts. Tout ce temps, Laurent négociait pour une alliance temporaire avec Nicandros, le Kyros aquilonien qui dirige Delpha, le meilleur ami de Damen. Et quand celui-ci arrive sur place et que Damen l'accueille, le secret n'en est plus un. Car Nicandros le reconnaît et aussitôt, son nom retentit dans les troupes autour d'eux. Damianos, il est vivant, le fils du roi est vivant. Damianos. Fin du tome 2. Holy fucking shit, mais que dire sur ce tome? Si dans le tome 1, ne rien suivre au scénario parce que Damen ne capte rien est frustrant, dans ce tome-ci, Damen ne capte que la moitié du scénario et ça le rend à la place fascinant. Car ce qu'on voit alors, ce sont les plans de Laurent qui s'effectuent progressivement et voient leur conclusion là où on les attend le moins. On en voit les ébauches, on sait que ça mène quelque part, mais la touche finale arrive toujours à être magistrale et à prendre au dépourvu. J'ai parlé du moment où il jouait aux cartes, mais ce que j'ai pas mentionné, c'est qu'à ce moment, il perd tout son argent, mais obtient le chapeau de laine de son adversaire, et que c'est ce même chapeau qu'il utilise quelques heures plus tard pour passer inaperçu et échapper à ses poursuivants. Le tout avec un naturel tel qu'il semble évident qu'il avait prévu ça de base, et que le fait de perdre son argent au jeu, puis gagner pour obtenir le chapeau, était juste une façon de l'obtenir sans avoir l'air louche. Le guerrier est une immense partie d'échecs entre deux personnes qui savent parfaitement prévoir les actions de l'autre. La seule fois où Laurent est vraiment pris au dépourvu, c'est quand on lui apporte la tête de Nicaise, car Laurent n'avait jamais imaginé que quelqu'un prendrait sa défense. Tout le reste est contrôlé, tout est maîtrisé, chaque geste, chaque ordre, chaque détail a son importance. Ce qui n'avait pas d'importance dans ce tome, en aura dans le suivant. Bien sûr, Damen n'est pas en reste. Ce tome nous permet de voir son esprit tactique, sa capacité à rester calme dans les situations complexes, et son honneur et sa bonté sont mis à rude épreuve lorsqu'il est forcé de revoir sa vision du monde. Mais à ce moment, nous connaissons déjà Damen. Nous l'avons découvert dans le premier tome. Nous savons qui il est, et même si cette découverte se fait à la dure, et n'a rien de plaisant, son évolution est assez discrète, assez mince pour qu'elle ne donne pas l'impression de transformer le personnage. En revanche, ce tome est LE tome de Laurent. C'est celui où on découvre la personne qu'il est vraiment. C'est-à-dire un putain de chat, bordel! Quoi d'autre qu'un chat, lorsqu'il est en sécurité, décide de faire tomber quelque chose en regardant son humain dans les yeux afin d'attirer l'attention? Oui, il avait une bonne raison, mais bref, ce que je veux dire, c'est qu'après un premier tome qui ne nous a montré que le pire chez lui, ce deuxième tome commence à nous montrer qui il est réellement. Quelqu'un de compétent, qui a toujours dû tout calculer pour survivre, mais qui a aussi des côtés tendres et doux, qui ne rechigne jamais face aux efforts, qui a autant de talent avec les mots pour provoquer que pour négocier, quelqu'un qui ne sera pas toujours sympa, mais qui clairement a un bon fond, quelqu'un de juste, intègre, et doté d'un côté espiègle qu'il semble ravaler sans cesse. Quelqu'un d'imparfait, qui peut être tragiquement impulsif et cruel parfois, mais qui le sait, et cherche désespérément des garde-fous,
des moyens de contrer ses pires travers, et n'avait jamais eu cette possibilité avant aujourd'hui. C'est le tome où Damen en tombe amoureux, et c'est le tome où le lecteur fait de même. Ce n'est pas pour rien si dans la plupart des séries que j'adore où il y a une romance, le love interest devient mon personnage favori. Si cette romance est bien écrite, elle vous fera comprendre pourquoi le protagoniste fond pour la personne face à lui, et elle vous fera ressentir la même chose. Oui, Damen est attiré par Laurent dès le premier regard. Non, ce n'est pas quand il nous décrit ses cheveux d'or ou son corps bien fait qu'on apprend à l'aimer, et lui non plus. C'est quand il se met à rire sans savoir se contrôler face à une situation cocasse. C'est quand il risque sa vie pour éviter une guerre. C'est quand il fait preuve d'honneur et d'intelligence. Et c'est quand il ressort grandi de chaque expérience. Au cours de ce tome, on voit certes Damen grimper dans les rangs, mais Laurent le dit lui-même. Le rôle de capitaine aurait dû lui revenir presque depuis le début. Il n'a pas tellement besoin d'évoluer en soi. Celui qu'on voit enjamber, déjouer, détruire, retourner, etc. toutes les machinations face à lui, avec ses propres plans, c'est Laurent. Se rendre compte que toute la scène à l'auberge avait pour but de mener à ce plot twist à la fin, comme quoi tout ce temps il cherchait un allié en Aquilos, honnêtement, des frissons ont parcouru mon échine la première fois que j'ai lu ce passage. Bref, assez de dithyrambe, ce livre est trop cool, le troisième est très bien aussi et conclut superbement la série. On se retrouve là-bas, n'oubliez pas de nourrir l'algorithme, la bise mes petits lions.